Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau président de la CSMF, je vais y arriver, le docteur Franck de Vulder. Bonjour docteur. Alexandre Beau, Bonjour merci pour président, votre aussi invitation. président, docteur, je sais, on ne sait jamais comment on dit. Oh, les Comme vous deux. voulez. Voilà, merci beaucoup Les en tout deux. cas d'être avec nous. L'actualité, elle est brûlante, hein, évidemment, ça fait la une de tous les journaux, la question de la crise des urgences, de l'accès aux soins non programmés. On va en parler avec vous. On parlera évidemment de sujets de fond qui mobilisent la médecine de ville, notamment la question des déserts médicaux qui est encore sur la table, hein, même si l'élection présidentielle est passée, avec évidemment en perspective la prochaine négociation de la convention médicale qui devra apporter un certain nombre d'éléments de réponse sur ces questions-là. Mais première question, docteur, pour vous commencer. La semaine dernière, vous avez vu pour la première fois la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Comment s'est passé l'échange? Qu'en retenez-vous? Très bien, je dirais, vraiment très bien. Je ne la connaissais pas. On partage des origines communes, puisque elle est originaire de l'antérégion Nord-Pas-de-Calais, elle est originaire de Boulogne-sur-Mer, et même si je suis gastro-entérologue en Champagne, de Vulder est un nom flamand, et mes origines, mes racines et une partie de ma vie, donc on partage ces origines communes. Mais j'ai trouvé une ministre que je ne connaissais pas, très à l'écoute, très attentive, euh, euh, plutôt ouverte aux propositions que nous mettions sur la table. Donc, ce premier temps d'échange a été empreint de respect, d'écoute et de la volonté que j'ai perçue dans les propos de Brigitte Bourguignon et dans l'écoute qu'elle a eue des propositions que je portais au nom de la CSMF, d'une efficacité. C'est-à-dire, je ne veux pas être la ministre qui, à nouveau, fasse une nouvelle loi de santé qui portera mon nom. Je veux que nous trouvions une solution efficace aux problématiques actuelles et à venir. Oui, je crois qu'en plus, elle avait beaucoup insisté lors de son discours d'intronisation sur le fait qu'elle a été, et qu'elle est toujours, entre guillemets, une élue local, une élue du terrain, qui voulait que les réponses viennent du terrain plus qu'entre guillemets des ministères. Je crois que c'est un peu Tout, ça son ordre d'idée, quoi. tout à fait, tout à fait. On voit bien qu'il n'y a pas une réponse unique, d'ailleurs on le sait tous. Bien sûr, Après, avec une organisation nationale, parce qu'évidemment, évidemment. patron de la CCF que je suis, si derrière les réponses de terrain, on imagine partir vers les objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie et des organisations territoriales différentes, je ne pense pas que ce soit la solution. En revanche, les solutions sont des bassins de population et laisser et donner les moyens aux acteurs de terrain, donner les moyens entre autres aux médecins, mais en lien avec les usagers, les élus, euh, les libéraux et les hospitaliers, les médecins et les autres professionnels de santé sur des territoires, et ben donnons je défends, depuis que j'ai pris la présidence de la SSMF, finalement, si je devais caractériser la politique que je mets sur la table, elle se résumerait en deux mots, droits et devoirs. Et Mhm. l'ensemble de mon action, elle est empreinte de ces deux mots, droits et devoirs. Eh ben, je pense qu'elle trouve une réponse plus euh, naturelle auprès du terrain, c'est-à-dire des bassins de population. Oui. On parlait du terrain justement. Là, actuellement, forcément, il y a la crise des urgences. Alors, vous me direz, quand est-ce que les urgences n'ont pas été en crise? Alors, c'est cyclique. Alors, il y avait, je me rappelle, alors, c'est le monde d'avant, comme on dit. C'était en 2019. Il y avait déjà eu un épisode de crise aiguë en novembre 2019 qui avait débouché sur la mission portée par le professeur Carly et Thomas Meunier à l'époque, qui avait formulé des propositions. On va revenir un peu dans le détail après. Il y a eu le Ségur de la santé. Qu'est-ce qui fait qu'en juin 2022, la situation, on a l'impression qu'on tourne en rond et c'est toujours les mêmes problématiques? Selon vous, est votre diagnostic sur cette situation? Parce que je pense qu'on n'a jamais pris à bras-le-corps la nécessaire évolution de notre système de santé. Je pense vraiment, quand je vous parlais de droits et devoirs, que finalement, ça revient, vous vous souvenez comme moi, de la tribune récemment publiée dans Les Échos, co-signée par Nicolas Bouzou et par Cédric Arcos. Cédric Arcos, dont on Oui, moi il y a de nouvelles qu'il fonctions. était le conseiller santé d'Elisabeth Borne, de la Première ministre. Et ils avaient mis sur la table, finalement, avec des mots différents d'économistes qu'ils sont, un, la nécessaire
confiance qui fait défaut entre les différents acteurs, entre l'assurance maladie et les syndicats médicaux, entre l'hôpital et la ville, entre les médecins. Il est nécessaire de rétablir une relation de confiance. Et les trois mots qu'ils avaient trouvés, moi, c'était droit et devoir, mais j'avais appelé Cédric Arcos, que je connais bien, en lui disant, est-ce que tu penses que ce qu'on a écrit, ça veut dire la même chose? Parce qu'ils avaient parlé d'autonomie, de liberté et de responsabilité. Et il m'avait dit, mais tout à fait, tu étais le premier à parler de droit et devoir, et je pense que c'est la bonne solution. Eh ben, inscrivons-nous. Finalement, ça revient à écrire un pacte social. Alors pourquoi sur les urgences ça n'a pas marché? Parce que peut-être n'a-t-on pas eu collégialement, hein, j'accuse personne, le courage d'aller aussi loin, mais peut-être parce que la période n'était pas aussi tendue et sensible qu'aujourd'hui. Vous parlez du Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, il a déversé 19 milliards d'euros sur l'hôpital public. C'était nécessaire, mais ça n'a servi qu'à améliorer une politique salariale qui est très insuffisante dans les professions de santé. Ça n'a servi qu'à ça. Il n'y a pas eu de restructuration particulière. C'est servi à ça, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais ça manquait un peu d'ambition. Alors, on nous annonce un été catastrophique. Les uns annoncent ça. D'autres accusent, pas, si j'ose dire, quand j'entends répéter du président de la FHF sur ce plan, je pense que ça n'apporte aucune solution, mais ça jette l'opprobre. Or que, regardons les choses en face. J'avais pas plus tard qu'hier soir, dans les locaux de la PHP, une réunion se retrouvait autour de la table des syndicats de libéraux, des syndicats et de représentation des plus jeunes, les présidents des CME de CHU, Rémi Salomon qui en est le président, et les présidents de CME des hôpitaux généraux. Et pourquoi on se réunit? Parce qu'on pense tous la même chose, c'est que la solution ne se trouve pas à l'hôpital quand on est libéral, et l'inverse est vrai. Tout est en train de craquer. Donc, comment fait-on? Et donc, la solution, elle va venir du faire ensemble entre médecins et de sortir de ce silo étanche. Finalement, s'il y a eu un élément très positif de la crise Covid, ça peut paraître étonnant de parler avec ces mots-là, alors que ça a été une catastrophe, c'est ça. C'est l'agilité qu'ont eu les professionnels de santé, l'agilité qu'ont eu les médecins publics, privés, à se retrousser les manches et faire fi des silos étanches dans lesquels ils sont. Mais président, j'entends ça. C'est vrai qu'à la sortie de la crise, on a notamment mis en exergue des coordinations qui ont pu se réaliser entre ville et hôpital dans certains territoires. On a mis en exergue justement le rôle et la pertinence des dispositifs de type CPTS qui ont démontré comme je disais, leur pertinence dans certains départements. Mais on a l'impression quand même qu'on retourne encore sur les mêmes questions. La question du dialogue entre acteurs, ça fait, comme on dit, j'étais presque même pas né, ça fait 20-30 ans qu'on en explique, que tout le monde est autour de la table, tout le monde est d'accord, mais on a l'impression que quand chacun revient chez soi, à ce moment-là, on retrouve cette logique de silo qui caractérise notre système de santé. Vous parlez d'impact social. Est-ce que c'est ça, en fait, il faut, je dirais, mettre un coup de pied dans la fourmilière, renverser la table pour que maintenant, au bout d'un moment, la situation évolue? Oui, moi je pense que vous faites la bonne analyse. Ce qui a marché, cette agilité qui a marché pendant la période de pandémie à Covid, le de départ aujourd'hui, très clairement, avec la même étanchéité entre les systèmes. Regardez l'exemple danois, vous connaissez ça mieux que moi. Il y a 10 ans, l'organisation de la santé au Danemark était dans un état aussi difficile que le nôtre. Pas dire qu'au Danemark tout va bien, parce qu'il depuis peu, j'ai échangé sur ce sujet avec Brigitte Bourguignon, parce qu'elle connaît bien, elle est allée voir leur système de santé il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'elle me disait lorsque je l'avais vu. Et en me disant, regardez ce qu'ils ont fait, et on partageait ça, ils ont fait ce bout de chemin ensemble pour que tous ensemble on puisse trouver la solution à l'évolution. C'est ça, quand je dis il faut réécrire un pacte social, c'est les mots que je veux dire. C'est pas faire la révolution, mais c'est faire une évolution très significative. Il faut réinventer quelque chose. Et réinventer, c'est pas tout casser, c'est réinventer. Même si aujourd'hui, les Danois connaissent de nouveau quelques difficultés. Et je pense que
les professionnels de santé, je pense que les médecins, mais les autres professionnels de santé, vous savez que la CSMF a créé avec, au total, nous sommes 11 syndicats de professionnels de santé, les libéraux de santé. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est l'état d'esprit dans lequel il faut nous inscrire. Parce que seul, on n'y arrivera pas. Alors, il faut avoir du courage pour le faire, mais c'est facile d'avoir du courage quand finalement on est au pied du mur. Et là, on est plus qu'au pied du mur. On Oui. est un peu dans le mur quand même. Donc, le courage est assez facile à trouver. D'un point de vue pratico-pratique, le gouvernement a mis en place une mission flash qui doit rendre ses conclusions dans les semaines qui viennent, pilotée par M. Brown, qui était porte-parole santé d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Attendez-vous quelque chose de nouveau où on va remettre en avant ce qui avait pu être fait? Je vous parlais de la mission Carly, qui avait fait un travail remarquable il y a 3 ans. Est-ce qu'on va remettre le couvert en disant, bah voilà, il suffit juste d'appliquer entre guillemets la feuille de route qui avait déjà été dessinée? Il y a deux soucis finalement. On a un souci d'urgence que sont les urgences et la situation des urgences pour l'été 2022. Et puis après, on a un autre souci. D'ailleurs, c'est une des préoccupations, un des 3 sujets qu'a mis le président de la République comme étant ces 3 sujets, à côté de l'écologie, de l'inflation et donc du pouvoir d'achat. Il y a la santé. Ce sont les 3 sujets phares. Tant mieux, parce que la santé a rarement été un sujet phare et donc je pense que c'est une occasion réelle de réinventer les choses. Concernant cette mission, en amont de cette mission et avant, me dit-il, et je n'ai aucune raison de ne pas le croire, que François Braun soit nommé responsable de cette mission flash, il a, à son initiative, nous avions une semaine avant participé, les syndicats médicaux et François Braun, à un Zoom, comme aujourd'hui, de réflexion sur les propositions à faire. Et partage un certain nombre de valeurs de propositions. Après, de vous à moi, moi, je pense que mettre les différents partenaires autour de la table, c'est toujours un plus. Je ferai 2 critiques. La première, c'est que les syndicats médicaux libéraux, et pourtant Dieu sait que c'est un élément très important de la réponse aux urgences, aux soins non programmés, ont été exclus de cette mission flash. Première critique. La deuxième, c'est que même si finalement le cœur de l'émission Flash, ça va être d'aller sur le terrain, voir ce qui marche ou ce qui a marché, et ça, je trouve ça très ingénieux, on a vu, vous avez vu comme moi, publié dans la presse que même si François Braun nous dit qu'il retiendrait une quinzaine de propositions, quand on s'était réunis entre les syndicats médicaux, on était à 5 ou 6 seulement. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller dans de trop nombreuses, mais on a vu qu'il y a plus de ces 160 propositions qui ont été faites. Et donc, attention, parce qu'à faire 160 propositions, finalement, on n'en fait aucune. Il n'y a plus rien qui marche. Analyse et mon analyse sur le caractère suraigu du problème des urgences, il y a des pistes. Je ne pense pas à la piste unique. Je pense qu'il y a premièrement une piste d'information de la population. Vous vous souvenez du message que portait l'assurance maladie il y a quelques années sur l'antibiothérapie, avec ce message qui faisait choc, qui était l'antibiotique, c'est pas automatique. C'est comme les urgences. Voilà, et ben c'est comme les urgences. Les urgences, c'est pas automatique, surtout qu'on sait à 87% des urgences en France sont à l'hôpital public, 13% dans les établissements de santé privés. On y est tous allés un jour dans notre vie et on y a tous passé beaucoup de temps, ou souvent beaucoup de temps. Et souvent, on ne garde pas un bon souvenir parce que d'abord, il y a le stress quand on y va, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis, on y passe beaucoup de temps. On a tous été comme usagers ou comme acteurs et médecins. Donc, je pense qu'il faut informer. Mais informer, ça ne veut pas dire on vous demande de ne plus y aller. On vous dit, pour aller aux urgences, il faut réguler. Donc, moi, je porte haut et fort la nécessaire régulation, même si je conçois que ça ne se fait pas non plus d'un claquement de doigts, parce qu'un médecin régulateur, c'est compliqué, ça se forme. Et donc, il faut disposer des bras nécessaires. Mais il faut réguler à outrance. Et tout réguler. Et justement, Président,
il y a un mécanisme qui est sorti, ça s'appelle le SAS. Ça fait Oui, oui. maintenant presque 2 ans qu'il est en expérimentation, qui est supposé, Alors, évidemment, pas résoudre toutes les problématiques, mais en tout cas apporter plus de à moi. souplesse dans la régulation. Où est-ce qu'on en est de ce dossier-là? On a l'impression qu'il est un peu mis de côté en ce moment. Il n'a pas, il a pas été mis de côté. Ça a fait l'avenant neuf. Alors, on va Oui, je tout me dire, rappelle, ok. Vous aviez dit, quand je discute de ça avec le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatto, il me dit, mais vous avez signé cet avenant neuf. Mais l'avenant neuf a fait que la partie consacrée au SAS, qui est un élément important de l'avenant neuf, ça fait pchit. Pour reprendre une formule chère à un ancien président de la République. Et pourquoi ça fait pchit? Ça fait pchit parce que dans les 22 territoires expérimentaux SAS, tous n'étaient pas en mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui a marché? Ce qui a marché, c'est quand le binôme régulateur et effecteur au pluriel a eu, moi je crois beaucoup, je disais droit et devoir, a eu un intérêt à agir. C'est-à-dire que les régulateurs avaient une rémunération donnée et les effecteurs une rémunération donnée. Aujourd'hui, le SAS, à la mode avenant neuf, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est d'une complexité sans nom. Il dit aux médecins, d'abord, il exclut quasiment, ou la portion plus que congrue, elle concerne les médecins spécialistes autres que la médecine générale, donc ils sont quasiment exclus de ce dispositif. Et il dit à mes confrères spécialistes en médecine générale, il dit aux généralistes, ben voilà, déjà vous allez dégager, vous allez partager votre agenda, ou avec le public, ou avec le régulateur. Oui, tout à fait. La deuxième chose, vous allez libérer 2 heures par semaine pour voir en plus les patients que vous suivez d'habitude, mais qui nécessitent. OK, de vous à moi, c'est ce qu'on fait tous déjà. Oui, c'est clair. Après, se met en place le SAS. Le SAS consistant à voir les patients, mais qui n'ont pas de médecin, ou les patients des autres, pas les vôtres. Simplement, on va vous rémunérer, mais on ne va pas vous rémunérer tout de suite. On va vous rémunérer de façon forfaitaire. Et le forfait, il intervient pour une période trimestrielle à partir du 5e patient. Les 4 premiers, il n'y a pas de forfait supplémentaire. Et puis, le forfait va en diminuant jusqu'au 15e. Et au 16e, ça remonte. Et puis, ça diminue. Donc, Mais il vous faut ne toucherez, son nom, quoi. mais en plus, vous ne Ouais. toucherez ce forfait que dans un an. Ah, en plus, oui, donc c'est Mais un oui, peu parce que c'est compliqué. forfaitaire. Ouais. Franchement, franchement. Voilà. Qui ne Donc, vit en pas gaffe. pratique, alors, Fatoum me dit, mais oui, mais vous avez signé. Mais on a signé parce que dans cet avenant neuf, il y avait aussi d'autres choses à signer. Et je lui dis, parce qu'on pourrait se dire, il ironie sa signature. Après, je n'étais pas président de la CSMF à ce moment-là, mais je souscris complètement et je m'associe complètement à la signature. Il n'y a pas que la CSMF qui a signé d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mais simplement, les médecins qui étaient dans les territoires expérimentaux et pour lesquels ça marchait, cet avenant neuf, ils se sont arrêtés, où ça a continué, mais quand, au travers ce qu'on appelle les FIR, les fonds d'intervention Bien sûr. régionaux, ce qui vient des agences régionales de santé, Mmh. l'agence régionale de santé, elle a comblé les choses pour que qu'est-ce qu'on demande? Moi, ce que je demande, c'est qu'on mette en place le SAS aux 4 coins du territoire, partout. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas une expérimentation dans la vraie vie, mais l'urgence est telle qu'on ne va pas se dire Bien sûr. aujourd'hui, on va mener une expérimentation, puis on verra dans 2 ans si elle a porté ses fruits. C'est là maintenant qu'on manque de médecins. C'est là maintenant qu'on a un problème pour la réponse aux besoins de soins des Français. Donc, on met ça en place. Le patient régulé, c'est très important. On pourrait se dire, le médecin, il va mettre sa consultation libre, ne plus donner de rendez-vous, il va considérer que c'est du soin non programmé pour tout le monde, et il va demander une valorisation de sa consultation de 15 € par acte. Et donc, l'assurance maladie ne va pas savoir où elle va sur un plan financier. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des patients régulés par un médecin régulateur. Donc, que l'État, que l'assurance maladie se rassure. Mais on a besoin de mettre en place cette organisation. Donc, docteur, très simplement synthétiser, simplification des modes de financement qui sont beaucoup trop complexes et surtout maintenant, on généralise, on généralise, on généralise. On généralise dans un concept, parce que pour la permanence des soins, c'est pareil. On généralise dans un concept qui est celui de l'obligation territoriale.
Alors, ça paraît bizarre l'obligation. Je suis farouchement opposé. Alors, la ministre a l'air de l'être aussi, m'a-t-elle dit, à Ah, l'obligation individuelle. mais tout pour son président. C'est Parce ça que le problème. l'obligation individuelle, ça ne Ouais, marche pas. ouais. Mais dire avec un intérêt à agir, dire que dans un bassin de population donné. Je prends l'exemple de la Mayenne. Alors, on le connaît bien dans la maison CCMF, parce que le président général de CCMF que vous connaissez bien, Ouais. c'est Luc Duquesnel, il gérait son Mayenne. Mais ça existe ailleurs, hein, dans la Sarthe, dans l'Indre-et-Loire, et j'en oublie évidemment plein. Dans la Mayenne, 96% des médecins généralistes participent à la permanence des soins ambulatoires. Parce qu'ils ont un leader charismatique, Luc Duquesnel, bien sûr, mais parce que le médecin d'astreinte, l'effecteur d'astreinte entre 20h et 8h du matin, son astreinte est rémunérée de façon tout à fait digne. Quand vous n'y mettez pas les moyens, vous ne reconnaissez pas finalement le travail du professionnel et il a tendance à s'en détourner. Donc, mettons en place cette politique qui est nécessaire. Dernière question, Président, parce que le temps file. Il y a un sujet aussi, il y a les soins non programmés. L'autre gros sujet, c'est les déserts médicaux. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec la ministre? Est-ce qu'elle a déjà élaboré des pistes de réflexion sur lesquelles le gouvernement pourrait appuyer dans les prochains mois? Parce qu'on sait qu'on va avoir une période très compliquée jusqu'à quasiment 2030. Donc, on a quasiment un septennat devant nous, entre guillemets, une Alors, zone un peu d'ombre, un peu étendue. Qu'est-ce qu'on peut faire justement sur les terrains, les territoires où la alors, démographie médicale vient à manquer? Alors, on a échangé avec la ministre là-dessus. Là aussi, en préambule, elle m'a dit combien elle était pas attachée, pas favorable aux contraintes sur la liberté d'installation. C'est-à-dire qu'elle est absolument pas favorable à la suppression de la liberté d'installation. Ça me va bien. Mais tout en me disant, je suis en revanche très sensible à l'incitation. Moi, ça me va bien parce que je pense que les contraintes, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Après, il faut être force de proposition. Et donc, je ne pense pas, là aussi, je ne pense pas qu'il y ait la pierre miraculeuse et qu'il y ait une seule proposition. Vous savez qu'à la CSMF, nous portons de façon très forte l'incitation sur les consultations délocalisées. Moi, je pense qu'il faut proposer à un médecin de façon contractuelle sur une période donnée, je la propose de 5 ans, une incitation, c'est mon exercice. Mon exercice en Champagne-Ardenne, les médecins spécialistes, mais certains généralistes aussi, et je pense que ça s'adresse à tous, vont travailler sur 8 sites de consultation distincts de la ville de Reims, distants de 30 à plus de 100 km. Il faut favoriser ce dispositif. Je ne pense pas qu'on réussisse à mettre des médecins dans des territoires où tout a disparu. L'économie locale a disparu. Il n'y a plus d'école, plus de poste, plus de boulangerie, plus de commerce. Et on va se dire, c'est un problème d'aménagement du territoire. Ce n'est pas un problème médical, c'est un problème d'aménagement du territoire. En revanche, dire, on va inciter un médecin 2 demi-journées par mois, aller faire 30 km ou 40 km. Alors, il faut s'adapter à la région, à la géographie, évidemment, la montagne n'est pas pareille que la plaine. Et lui dire, pour l'effort que vous consentez, de façon contractuelle, non seulement on valorise la consultation que vous faites, mais on valorise le reste de votre exercice. Je l'avais appelé espace de liberté tarifaire. Je sens bien que ce mot-là est un peu… Peur quand même. Oui, parce que, Ouais. mais encadré. D'accord. Alors, trouvons un mot autre, mais on valorise. Le mot autre, c'est valoriser l'exercice du médecin. On se met dans une politique de droit et de devoir. On donne un intérêt à agir. Et on le fait sur un contrat de 5 ans. Et on l'ouvre aux médecins de toute génération. Et je suis assez convaincu que vous ou moi, si demain on nous propose un contrat d'exercice qui valorise vos revenus ou mes revenus d'un pourcentage significatif, pas doublé, mais si ce contrat-là fait que mon exercice et mes émoluments finalement et mon bénéfice non commercial, il a progressé de 10 ou 20%, je ne suis pas sûr qu'au bout de 5 ans, je ne sois pas enclin à le renouveler. Et bien sûr, ces trucs-là doivent être solvabilisés par les assurances médicales obligatoires et complémentaires. Je rencontrais Éric Chenu, qui est le patron de la Mutualité française. Ouais. J'ai d'estime pour ce type que je trouve vraiment brillant. Mais je me disais, quand je vais lui annoncer ça, surtout espace de liberté tarifaire, il va tomber à la renverse. Effectivement, le mot lui déplaît un peu.
Mais il n'a pas balayé ça, cette idée de la CSMF d'un revers de main. C'est une idée. Je ne dis pas que c'est l'idée, mais je pense que c'est une idée vraiment d'importance. Il y en a Président, d'autres. si je me permets, en plus, alors ça existe à l'étranger, parce que vous me parliez du Danemark tout à l'heure, spatial européen, on voyage un peu à droite à gauche, on a vu. Ça fonctionne très bien dans certains pays, on a vu ça notamment dans le pays le plus médicalisé, enfin le plus numérisé au monde, qui s'appelle l'Estonie, qui est encore en Union européenne. Ça fonctionne très bien, mais par contre, pour que ça fonctionne parfaitement, il faut qu'il y ait aussi un appui derrière avec des paramédicaux, les fameux IPA et autres, qui Mais, viennent en soutien les jours où les médecins ne peuvent pas être sur ces territoires. mais ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite de s'intéresser à la formation et de réviser la formation. Je suis toujours étonné qu'il n'y a finalement que dans le cursus médical où je vais être excessif en disant la totalité de la formation est faite derrière les murs de l'université. Mais un peu quand même, un peu moins en médecine générale au niveau du troisième cycle, donc des internes, mais alors pour toutes les autres spécialités, même si c'est un vœu pieux, c'est incité, mais il ne se passe rien. Alors on va me citer un contre-exemple de ci, de là, et on va m'expliquer que à l'initiative du doyen de la faculté de médecine de Nancy, à Nancy, et avec l'aide des libéraux, et entre autres de ma consoeur dermatologue Anne Bellu, et en lien avec Jean Sibilia, on arrive à voir des dermatologues en ville. C'est tout à fait exceptionnel. Ça n'existe pas ailleurs. Je n'ai jamais vu un interne en gastroentérologie dans un cabinet libéral, ni dans mon territoire, ni ailleurs. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre à l'un pour donner à l'autre. Ce n'est pas ça. C'est que je suis en train de dire qu'il faut ouvrir dès la formation. En plus, ça donne du sens et ça va redonner du sens aux plus jeunes de nos confrères. Je suis intimement convaincu que ça va, que c'est important. Donc la formation est un élément qui me semble fondamental. Et puis je fais très très vite. Et dans la formation, il y a l'entrée dans le troisième cycle. La formation, c'est tous les cycles, c'est premier, deuxième, troisième cycle, mais il y a l'entrée dans le troisième cycle. D'un mot, et j'en parlais hier à Rémi Salomon sur la réunion dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a 4 fois moins d'étudiants issus de la ruralité, d'étudiants en médecine issus de la ruralité qu'il y a 20 ans. Vous avez vu comme moi qu'il y a 2 fois moins de chances qu'un étudiant en médecine issu des couches les plus populaires de notre société passe en deuxième année de médecine. Ce n'est pas la réponse à l'urgence et à l'été 2022, mais c'est une réponse à moyen terme. Moi, ça m'interroge. Je pense que quand je vous disais qu'il faut réécrire un pacte social, ça, c'est aussi ça. Je ne suis pas en train de dire que parce que je suis issu de la ruralité, je m'y installerai avec plus de facilité, mais quand même. Une compréhension, quoi. Mais quand même. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette analyse. Et pareil sur la régionalisation. L'entrée dans le troisième cycle fait voyager. Alors, la mobilité, c'est bien, mais les voyages contraints, ça l'est peut-être un petit peu moins. Les étudiants de partout, à cette même réunion hier, une de mes toutes jeunes consoeurs syndicalistes auprès d'un syndicat d'internes disait je suis actuellement en stage dans une région qui n'est pas loin de la mienne, un peu plus à l'est, à Sarreguemines, mais vous comprenez, je suis originaire de l'ouest de la France. Moi, dès que j'ai fini, je m'en vais. Je pense que c'est des réponses à moyen terme. Il nous faut y réfléchir sans passion, mais avec détermination. Merci beaucoup, Président. Alors, on voit que c'est des sujets passionnants. On a encore des tas de choses à parler. On n'a pas pu aborder les questions de prévention, tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouvera avant la négociation médicale et on parlera de ça vraiment parce qu'il y a des… C'est un sujet, c'est des puissants fins. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci à vous. Je pense qu'effectivement, il y a 2 grands sujets qu'on n'a pas abordés. Prévention. La qualité des soins aussi, c'est un sujet et la qualité, parce que c'est un levier majeur. D'abord, et je vous confirme nécessité pour tous. Et les pays qui nous entourent l'ont fait. Et je vous rajouterai un troisième, il y a l'éducation à la santé aussi, ça c'est important, on n'en parle pas assez. Mais l'éducation à la santé, ça fait partie de la prévention à mes yeux. Et c'est vrai. Ça commence dès l'école. Je vous rejoins, on serait ravis de promouvoir ce genre de proposition. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. À très bientôt, au revoir.